propose donc 10 énigmes pour un département. La présentation va être faite. Vous m'entendez? Pardon? Très bien. Oui, bon. La présentation va être faite en 2 fois, donc 5 énigmes aujourd'hui et 5 le mois prochain. Et donc le département, c'est le département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, vous connaissez sans doute, vous reconnaissez. Alors ça, c'est à la fois pour donner un petit peu de... C'est avant le Covid, hein, je vous signale, Biarritz. Biarritz, Et vous reconnaissez peut-être l'hôtel de ici, Paris. ceci c'est le fameux Le palais palais de d'Auckland. Biarritz, qui n'est pas celui de Napoléon III parce qu'il avait brûlé, mais le palais de Napoléon III était bâti à cet endroit-là. Alors, un tout petit peu de géographie pour compléter ou pour aller dans le même sens que José Antonio. Voilà le département des Basses-Pyrénées. Vous voyez qu'il est à l'extrême sud-ouest de la France. Ici, vous avez donc l'Atlantique, le golfe de Gascogne. Au nord, le département des Landes. Et au sud, l'Espagne, avec la frontière que vous voyez ici. Les villes principales étant Pau, dont on vient de parler, Bayonne ici, et également Oloron, qui est ici, qui a de tout temps été un centre industriel, relativement industriel, commercial important. Voilà, donc je voudrais vous parler de ce département dont je collectionne les lettres depuis très très longtemps. Alors, il est vrai que la collection départementale a connu des périodes très très riches et tout, mais c'est vrai aussi que on a vu beaucoup de présentations et qu'un certain nombre de gens se sont lassés de ce type de présentation. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus rien à trouver dans les collections départementales? Personnellement, et je tâcherai de l'illustrer avec ces 10 énigmes, je pense que oui. Mais je peux tout de suite en donner un exemple, puisque c'est à travers cet exemple que j'ai été élu à l'Académie, c'est la question des boîtes mobiles. Les boîtes mobiles, au départ, quand j'ai fait la monographie du département il y a déjà des décennies, ce chapitre des boîtes mobiles me paraissait très mystérieux. Et il y avait vraiment à l'époque, que Georges Noël et Louis Lenain qui avaient donné des indications qui permettaient de comprendre un peu de quoi il s'agissait. En fait, depuis en partant de mon département, de ce département, et puis avec d'autres collectionneurs départementaux qui eux aussi ne comprenaient pas bien comment tout ça fonctionnait, on a ouvert un champ de recherche sur lequel on a, je pense, pas mal progressé, mais vous verrez à travers une des énigmes qu'on a encore des choses à découvrir. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 sujets de réflexion et 5 autres le mois prochain, en espérant qu'ils vont vous intéresser. Le but étant de vous montrer moins ce que je sais que ce que je ne sais pas. Et j'espère que vous allez peut-être m'aider à trouver la solution de quelques-unes de ces énigmes. Alors voilà la première d'entre elles. Je vous les présente dans l'ordre chronologique. Quelles mouches ont piqué le ou les directrices et directeurs du bureau de Saint-Jean-de-Luz dans la première moitié du XVIIIe siècle? Alors voilà à quoi ressemblait Saint-Jean-de-Luz au début du XVIIIe siècle. La ville de Saint-Jean-de-Luz ouvre sur une baie que vous voyez ici, également plutôt au début du 19e. Alors un petit mot sur cette ville que l'on aperçoit ici, sur cette vue au fond, qui est là. Quelques mots sur cette ville. C'est une petite cité dont l'activité est entièrement consacrée à la pêche, essentiellement. C'est aussi le dernier bureau de poste sur la route, le dernier bureau de poste avant la frontière avec l'Espagne, sur la grande route qui va de Paris à Madrid. Et sur cette route sont acheminés à peu près, je le dis grosso modo, mais environ les 3/4 du courrier échangé entre la France et l'Espagne. Alors Saint-Jean-de-Luz est une ville qui a beaucoup souffert des guerres avec l'Espagne, notamment au XVIe siècle, où elle a été déjà une première fois détruite. Et puis, au XVIIe siècle, elle connaît un renouveau et une apothéose qui est célèbre, puisque c'est dans cette ville
que se marie Louis XV avec l'infante Marie-Thérèse le 9 juin 1660. Et puis, le temps passe et la ville connaît un déclin absolument dramatique au cours du XVIIIe siècle pour plusieurs raisons, des raisons politiques d'abord et des raisons climatologiques ensuite. Alors les raisons politiques d'abord, en 1713, un traité est signé, le traité d'Utrecht, puis après la guerre de 7 ans, en 1756, la guerre de 7 ans qui dure de 1756 à 1763, un nouveau accord est signé, un nouveau traité, et dans ces deux traités reviennent à priver complètement les pêcheurs lusiens de tout accès aux zones de Terre-Neuve et du Canada qui étaient vitales pour eux. Donc, leurs ressources, déjà, sont quasiment complètement anéanties. Deuxième phénomène climatologique, cette fois-ci, comme vous le voyez, la baie est naturellement assez ouverte. Or, au XVIIIe siècle, enfin, dans les années 1750 et suivantes, plusieurs tempêtes absolument épouvantables balayent la côte, détruisant près de la moitié de la ville. C'est quand même étonnant. Si un tel séisme arrivait aujourd'hui, je pense qu'on en parlerait pas mal dans les journaux. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts, la ville de Saint-Jean-de-Luz et sa voisine, qui est de l'autre côté de la petite rivière, là, qui s'appelle Cibourg, les deux villes, l'agglomération comprenait 13 000 habitants au début du XVIIIe siècle. Et à la fin du XVIIIe, il n'y en a plus que 2500. Donc, quelque chose d'absolument considérable. Alors, qu'en est-il en matière de marque postale maintenant? Oui, voilà où se trouve Saint-Jean-de-Luz, donc sur la côte, à peu près à mi-chemin entre Bayonne et la frontière qui est ici. Alors, en matière de marque postale, des choses très classiques. Saint-Jean-de-Luz marque ses lettres de son paraphe manuscrite. Voilà une lettre de 1713. En voilà une autre de 1736. Encore une autre de 1762. Donc là, tout ça, c'est tout à fait classique. Mais cette séquence est interrompue à deux reprises. Alors, la première interruption, elle intervient en 1719, où Saint-Jean-de-Luz utilise cette marque au tampon. On connaît 3 exemplaires de cette marque qui sont toutes de l'année 1719. Et puis, deuxième interruption, voilà, on trouve en 1738 et début 1739 cette deuxième marque, qui est peut-être pas très facile à déchiffrer, mais vous pouvez lire ici, de Saint-Jean-de-Luz. Voilà, donc ces deux interruptions. Alors, pourquoi tout d'un coup ces marques postales et puis après un retour à des écritures manuscrites? C'est très mystérieux. En feuilletant le livre de Louis Le Nain sur la poste de l'ancienne France, je n'ai trouvé rien d'équivalent dans aucun autre bureau de poste français. Et je dois dire que pour essayer de comprendre, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Alors, voilà les quelques éléments que j'ai pu trouver. Pour le premier, on est donc en 1719, et là, il se passe quelque chose. En effet, la France s'est alliée avec l'Angleterre au moment de la Régence, et l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Espagne. Donc, la France entreprend, avec son allié, une expédition, et fin 1718, de nombreuses troupes sont rassemblées sous le commandement du maréchal de Berwick, côté français, aussi bien côté catalan d'ailleurs que côté basque. Du côté de Saint-Jean-de-Luz notamment, les troupes entrent en France, entrent en Espagne en avril 1719, et très vite elles prennent Fontarabie, qui est juste en face d'Andaille, en 1719, et Saint-Sébastien, qui est un petit peu plus loin, est pris le 15 août. À ce moment-là, Philippe V signe la paix et les troupes françaises sont évacuées. Alors,
je décris rapidement ces événements, mais on voit bien qu'il y a eu dans cette période une forte affluence de troupes, donc c'est très certainement d'intensification de la correspondance. Mais ce sont des suppositions, je n'ai pas d'autres éléments pour appuyer cette création de marque. Donc c'est une hypothèse plausible sans plus. Pour la deuxième marque, je n'ai même pas une telle explication à vous donner. Il ne se passe rien de spécial en 1738 qui aurait pu justifier la création d'un tel cachet. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est cette marque qui est pour une marque en général est assez particulière en France et tout spécialement pour des marques de pordus. On connaît des marques de porc payé, illustrées, etc. à la rigueur, mais en matière de pordus, on n'en connaît aucune qui soit comme ça. Donc, c'est le côté le plus intriguant, disons, de cette marque. Et ce qu'on peut noter, c'est que quand on regarde toutes les marques de pordus du XVIIIe siècle en France, c'est qu'elles sont toutes linéaires pratiquement. Elles donnent le nom du bureau en général de façon assez claire. Il y a bien quelques abréviations, mais c'est uniquement pour des grandes villes où il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Donc, cette marque est très particulière et elle me fait penser que plus exactement, l'homogénéité des marques de pordus en France me fait penser qu'il y a forcément eu des directives, des règles, je ne sais pas sous quelle forme, qui ont été imposées par l'administration des postes à l'ensemble des bureaux. J'en veux pour preuve que je vais vous montrer quelques marques postales de notre voisin espagnol de la même époque, pour vous montrer que dans un pays qui est beaucoup moins centralisé que le nôtre, la créativité en matière de marques postales est quand même tout de suite très supérieure. En voilà quelques-unes. Alors, bon, celle-là, c'est Tolède, on peut encore lire, mais j'adore celle-ci, par exemple, qu'il faut lire Z-A-F-R-A, Zafra. C'est pas forcément très lisible, mais on voit que les encadrements sont très variés, etc. On n'a absolument pas la même chose en France. En voilà encore d'autres, celle-ci même en négatif pour Saint-Sébastien. Bon. Voilà. Donc, on est dans une situation très curieuse. Et je me suis demandé pourquoi ces deux marques, d'ailleurs, avaient disparu aussi rapidement. Alors, il n'y a pas de raison a priori. Une fois que le directeur du bureau de poste a fait la dépense de son timbre, pourquoi le retirer très peu de temps après? Et c'est là où je me demande si l'administration des postes n'est pas intervenue pour dire que cette marque ne convenait pas, qu'elle n'était peut-être pas assez lisible ou je ne sais pas quoi, et que donc il fallait la retirer. Mais encore une fois, c'est une pure spéculation. Je ne mettrai surtout pas ma main à couper pour une telle chose. Simplement, et je reviens à la première marque que je vous ai montrée, dont vous vous souvenez peut-être, son libellé qui est juste SJ Lus, et lui aussi assez elliptique, c'est-à-dire que si c'était une lettre qui était destinée, disons, pour le nord de la France, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui, avec ce simple libellé, auraient pu savoir de quelle ville ça venait. Donc peut-être que dans les deux cas, peut-être, hein, encore une fois, je ne prétends en aucun cas que ce soit une bonne explication, disons qu'elle est simplement plausible. Peut-être que c'est l'administration qui a obligé le bureau de Saint-Jean-de-Luz à retirer rapidement ces deux marques. Voilà pour la première énigme. Et bien entendu, si vous avez des informations, j'en serai ravi. Alors, je dois des remerciements et vous verrez que pour chaque énigme, j'ai été soutenu par un certain nombre de gens. Donc, je dois remercier Robert pour sa relecture. Alors, la deuxième énigme s'appelle « Mais où sont passées les lettres ?» et elle parle des échanges postaux entre le Béarn et le Pays basque d'un côté, donc les Pyrénées-Atlantiques, et d'autre part,
la Navarre, la Biscaye et l'Aragon, c'est-à-dire les provinces qui sont au nord de l'Espagne, qui sont de l'autre côté de la frontière par rapport au Béarn et au Pays basque. Alors, première chose qu'il faut prendre en considération, c'est un peu de géographie. Vous voyez ici, sur cette carte ancienne, une première chose qui peut vous frapper, c'est cette espèce de partie ici, qui sont les Landes, où vous voyez que la densité de rivières, de villes, de plein de choses était extrêmement réduite. Et c'est important parce que, effectivement, ça correspond à quelque chose qui est que les Landes, au XVIIIe siècle et avant, évidemment, étaient une région extrêmement vaste d'abord, peu peuplée et avec des chemins tout à fait difficiles, et au point d'ailleurs qu'il y avait deux grands chemins pour traverser les Landes, l'un qui était par ici, venant de Bordeaux, et qui traversait comme ça, dit chemin des Grandes Landes, et puis un autre qu'on prenait quand celui-là était impraticable, c'est-à-dire assez souvent, par exemple, en hiver et en automne, et qui lui passait plus à l'intérieur, par Bazas, Mont-de-Marsan, etc. Donc, une région qui n'était pas très propice aux échanges. En revanche, avec le sud, ici, vous allez me dire, il y a les Pyrénées. Oui, mais dans cette partie-là, toute la partie qui est ici, il y a de très nombreux cols, jusqu'à celui que nous montrait tout à l'heure José María, ici, jusqu'à la vallée d'Osso, où on a des cols partout qui permettent de traverser les Pyrénées pratiquement en toute saison. Et de tout temps, les échanges commerciaux avec donc la Biscaye qui est ici, la Navarre qui est ici et l'Aragon qui est juste en dessous, ont été très très intenses. Alors, ils ont été intenses à toutes les époques. Mais on peut faire un constat assez troublant en matière de marque postale, qui est que les lettres venant du Béarn ou du Pays basque pour les régions du nord de l'Espagne sont extrêmement rares. Voilà, moi, en plus de 40 ans de collection, voilà les 3 seules lettres que j'ai trouvées. Donc, une de Saint-Jean-de-Luz pour Pampelune, une autre d'Oloron pour Pampelune, et une autre de Bayonne pour Corella, qui est une petite bourgade de Navarre, entre 1784, celle-là étant plus ancienne. Voilà les 3 seules qui existent. Et paradoxalement, dans le même temps, les lettres de la même origine pour le reste de l'Espagne, là je vous en montre 3, mais je pourrais vous en montrer bien d'autres et on en trouve assez facilement. D'Oloron pour Jerez, d'Oloron pour Madrid, de Pau pour Jerez, de la Frontera, en Andalousie, sont des lettres qu'on trouve relativement facilement. Pourquoi, donc, ces lettres avec l'Espagne, avec le nord de l'Espagne, sont-elles aussi rares? C'est ça l'énigme. Alors maintenant, je voudrais vous présenter une lettre un tout petit peu bizarre, qui est celle-ci. Ah oui, avant, je voudrais vous dire une chose, c'est que pour ajouter au trouble, en revenant un tout petit peu en arrière, pour ajouter au trouble de ces lettres, voilà, c'est qu'on a la preuve de l'époque, enfin un nombre de preuves importants, qu'il existe de longue date des courriers qui acheminent des dépêches entre les capitales provinciales. Alors par exemple, il existe une convention entre la France et l'Espagne du 15 décembre 1660 concernant l'échange du courrier entre les deux pays, et on a dedans mentionné
une estafette entre Bayonne et Saint-Sébastien. En 1691, au moment où le courrier qui provenant de l'étranger, qui était la propriété personnelle de Louvois, en 1691, il est vendu, il revient à la ferme des Postes. À ce moment-là, une liste des dépenses d'acheminement des correspondances aux frontières est établie et le bureau de Bayonne est cité pour régler les dépenses d'un courrier pour Pampelune et d'un autre pour Saint-Sébastien. Encore en 1701, j'en resterai là, un accord sur l'échange des correspondances est signé entre la France et l'Espagne, et les courriers de Bayonne pour Pampelune et Saint-Sébastien y sont également cités. Donc, il y a bien du courrier qui s'échange, des estafettes pour le transporter. Alors venons-en maintenant à la lettre que je voulais vous montrer tout à l'heure. La voilà. Alors, vous voyez qu'elle vient bien de Bayonne. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il existe une ville en Espagne qui s'appelle Bayona. Donc, on pourrait imaginer que c'est une lettre qui vient de Bayona, mais le contenu montre clairement qu'il vient bien de Bayonne en France. Cette lettre, on voit qu'elle est passée par la poste espagnole. On le voit parce que ici figure un port de 24 maravedis qui montre bien que la poste a encaissé une somme pour le port de cette lettre. Mais vous voyez aussi qu'il n'y a aucune marque de la poste française. Alors on peut penser que c'est peut-être un oubli de la poste sur ce pli particulièrement, que Bayonne, par exemple, a oublié d'apposer son cachet. Bon, ça peut effectivement arriver. Mais le problème, c'est que des lettres comme ça, on en connaît un certain nombre. Alors vous allez me dire, bon, si ce n'est pas un oubli du bureau de poste, c'est peut-être qu'il existait un système qui apportait les lettres en Espagne et qui les mettait à la lettre en Espagne. Oui, mais si tel était le cas, il y aurait une marque espagnole d'origine, ce qui n'est pas le cas. Et d'autre part, le port aurait été à ce moment-là le port intérieur, un port intérieur espagnol. Or, les 24 maravedis ne correspondent absolument pas à un port intérieur espagnol. Mais ça ne correspond pas non plus au tarif international officiel qui existait à l'époque pour le courrier entre la France et l'Espagne. Donc on est en présence d'un truc très particulier pour lequel on n'a pas d'éléments, on n'a pas encore trouvé, on n'a pas trouvé d'éléments qui nous permettent de comprendre comment cette lettre a été acheminée de Bayonne à Corella et d'une façon générale toutes les lettres de ce type. Bon, on peut imaginer pas mal de choses, évidemment. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais parce que l'imagination peut aller très loin, mais on n'a aucun élément précis qui nous permette de dire que les choses se sont passées de telle ou telle façon. La seule chose qu'on peut dire quand même, c'est que quel que soit le moyen par lequel cette lettre est arrivée en Espagne, vu le nombre de lettres, on peut penser que la poste française était au courant. Et si la poste française était au courant, elle aurait dû intervenir puisque on mettait à mal le monopole de la poste. Alors là, on devrait se souvenir qu'entre la France et l'Espagne, le courrier est échangé gratuitement. C'est une particularité qui dure encore d'ailleurs longtemps, les Espagnols n'ayant jamais voulu signer un autre accord avec la France pour l'échange du courrier. Du coup, une lettre qui serait passée par une autre voie que la poste française pour aller en Espagne, ne lèse pas la poste française, puisque de toute façon, elle n'aurait rien touché. Et même, elle lui évite un peu de travail. Donc, je suis presque persuadé que la poste française savait par quels moyens ces lettres étaient acheminées, mais n'a rien dit parce qu'au fond, elle n'y perdait rien. Simplement, et on peut comprendre pourquoi, elle n'a pas fait de publicité autour de ça. Et donc, mon sentiment, c'est que ce n'est pas en France qu'on va trouver
les solutions à ce problème. Peut-être on les trouvera-t-on en Espagne, ça reste un champ de recherche à explorer. Voilà donc cette énigme. Je vous ai mis une petite bibliographie, je passe rapidement, et je veux remercier, alors ici, un certain nombre de personnes, Michel Chauvet et Jean-François Brun, à qui j'avais montré cette lettre particulière et quelques autres, et qui m'ont à la fois mis en garde, mais aussi incité à approfondir le sujet. Michel Chauvet qui m'a signalé un tarif spécifique à Oloron pour les lettres en provenance de Valence et de Cadix, ce qui n'est pas exactement le sujet, mais qui montre aussi à quel point il y avait des particularités locales en matière d'acheminement du courrier. Je remercie aussi Roger pour sa relecture et José Antonio qui m'a pas mal aidé, qui a été voir un collectionneur en Espagne qui avait un certain nombre de lettres de ce type et qui partage avec moi le fait que nous ne savons toujours pas pourquoi et comment ces lettres ont été acheminées. Alors maintenant, nous allons passer à un sujet alors extrêmement différent, quelque chose concernant les déboursés. Où sont passés les déboursés? Alors là, on revient à Pau, qu'on avait déjà visité tout à l'heure avec José Antonio. Mais là, on est on est aux alentours des années 1800. Je vous montre là, de Pau, la marque de déboursés manuscrite, ici en 1792. C'est une marque qu'on connaît jusqu'en 1802. Et puis à droite, un déboursé classique avec le numéro du département. Là, elle est de mars 1817. C'est une marque qu'on connaît à partir de 1809. Et ces informations, je les ai trouvées dans le catalogue des marques postales linéaires de France de Jean-François Baudot. Donc, je reprends. La première, on la connaît jusqu'en 1802, et la deuxième à partir de 1809. Mais entre les deux, rien. Et pourtant, encore une fois, ça fait très 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 longtemps que je cherche et que je ne trouve pas cette marque de déboursé qui devrait avoir existé à Pau. Pourtant, il est certain que Pau, qui est le chef-lieu du département, avait un bureau de déboursé. Pourquoi? Plus de marques. Alors, on peut remarquer aussi que ça correspond à la période dans laquelle il a été créé ce type de marque de déboursé qui a été distribué à un certain nombre de bureaux, dont le bureau de Bayonne et d'Oloron dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce type de cachet a été mis en service à partir de 1790. Et les déboursés avec numéro de département, eux, sont mis en service à partir de 1803. Donc, compte tenu du trou qu'il y avait dans ma collection, je me suis dit peut-être que Pau a dû avoir un cachet comme celui-là et que je vais le trouver, je finirai bien par le trouver, parce qu'à part ça, les déboursés de Pau ne sont vraiment pas des raretés. Eh bien, je ne l'ai jamais trouvé. Alors, j'ai essayé d'aborder une autre piste et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres bureaux de la région en matière de déboursés? Alors, je vais vous infliger 2 tableaux successifs. J'espère que ça ne sera pas trop rebutant. Mais en gros, voilà, j'ai d'abord regardé les bureaux les plus importants du Grand Sud-Ouest. Ça a été ma première approche. Qu'est-ce qui se passe entre Toulouse, Bordeaux et l'Espagne? Dans la première colonne, je vous ai mis les dates de fin des marques manuscrites et ou d'Ancien Régime. Au milieu, les dates d'utilisation des marques sans numéro de département. Et à droite, le début d'utilisation des marques avec numéro de département. Par exemple, pour Toulouse, vous voyez que Toulouse a utilisé une marque style Ancien Régime jusqu'en 1803 et qu'à partir de 1803, il y a une marque avec numéro de département. Donc, pas de problème. Si on prend Limoges,
on a une marque d'Ancien Régime jusqu'en 1797. On a une marque d'un type spécial, mais sans numéro, entre 1800 et 1810, et une marque avec numéro de département à partir de 1804. Donc là, il y a bien un petit trou entre 1797 et 1801, mais ça, c'est les aléas normaux de la collection. Ce ne sont jamais des cachets quand même extrêmement courants. Bon, je saute, je ne vais pas vous faire, pardon, je vais pas vous faire tous les départements, mais vous pouvez remarquer deux lignes à l'intérieur de ce tableau. La première, c'est celle de Pau, bien sûr. Dans les, excusez-moi, on revient en arrière. Je fais. Non, pardon. Voilà. Alors ici, donc le bureau de Pau, je l'ai mis tout en bas. Vous voyez donc le trou dont je vous parlais entre 1802 et 1809. Maintenant, si vous regardez Agen, ici, on a une fin des marques manuscrites en 1803 et un début des marques spéciales à numéro en 1807 sans utilisation de marques sans numéro de département entre. Et puis quand on regarde les marques, oui, alors ce que je veux dire, c'est que d'une part, il n'est pas anormal que Pau n'ait jamais reçu de marque sans numéro de département. Bien d'autres villes ont été dans ce cas. Mais d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que même les villes, dans les villes qui ont reçu la marque sans numéro de département, on trouve aussi des trous. Alors, par exemple, c'est le cas de Brive ici. Donc, on a des marques manuscrites jusqu'en 1796, puis la marque à numéro, sans numéro, pardon, de 1797 à 1800, et de nouveau une marque à numéro, mais seulement en 1808. Donc là, on a un trou de 8 ans. Et on a un peu le même phénomène avec la ville de Tulle, ici, où on a 1798, 1803, 1806. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, et je me suis dit, la seule façon de voir les choses de façon plus profonde, c'est d'aller regarder toute la France en regardant les chefs-lieux de département, parce que c'est les villes où il y a le plus de trafic et on ne risque donc pas d'avoir de biais liés à une insuffisance, une rareté des marques pour un bureau donné. Alors, je n'ai pas remis évidemment tous les chefs-lieux de département, mais je vous ai mis ici tous ceux pour lesquels il y a une solution de continuité à un moment ou à un autre. Par exemple, ici, la première ligne, vous voyez que Bourg-en-Bresse, entre 1803 ici et 1808, il y a un trou. Alors, Privas est un plus petit bureau, on pourrait dire, Foix aussi, mais si vous descendez, regardez Strasbourg, 1793, une marque sans numéro jusqu'en 1801, et puis 8 ans sans rien jusqu'en 1809. La ville de Rouen est aussi assez spectaculaire. En Rouen, on ne connaît pas de déboursés dans l'Ancien Régime, on ne connaît pas de marque à numéro, et il n'y a des marques avec, pardon, on ne connaît pas de marque sans numéro, et il n'y a de marque à numéro qu'à partir de 1811. Ce qui est assez remarquable, c'est que, au-delà du fait qu'on trouve ce phénomène assez systématiquement, c'est que l'amplitude du blanc varie d'un bureau à l'autre, mais ils possèdent tous en commun une période qui est 1803-1807. Alors, si le bureau de Pau, comme un certain nombre d'autres bureaux, ont pu s'autoriser à ne plus marquer les lettres en déboursé sur une aussi longue période, c'est que quand même il s'est passé quelque chose, c'est que l'administration le tolérait, mais pour quelle raison? Il faut bien voir que cette situation est contraire
aux instructions qui étaient en vigueur depuis 1792. En 1792, dans l'instruction générale qui a été publiée à cette époque, il y avait un paragraphe très précis qui disait « Après avoir expliqué de la manière ci-après indiquée les causes pour les lettres pour lesquelles ils renvoient les lettres à un autre bureau, ils appliqueront au dos ou au revers de chaque lettre le timbre des déboursés de leur bureau ou écriront à la main déboursés d'eux s'ils n'ont pas de timbre. » Mais très curieusement, comme le note Michel Chauvet, cette obligation n'est plus mentionnée dans l'instruction de 1808. Et par la suite, plusieurs circulaires paraissent concernant les déboursés, dans lesquels l'administration recommande expressément, invite formellement, mais n'ordonne pas, ce qui est quand même pas tout à fait dans les habitudes de l'administration. Il est difficile de ne pas faire un rapport entre cette façon qu'a l'administration de présenter ses instructions et le trou que l'on constate dans un certain nombre de bureaux. Alors, je n'ai pas été plus loin, reste à trouver la raison de cette situation. Qu'est-ce qui a pu amener les directeurs de bureau à enfreindre la réglementation et pourquoi l'administration a subi, sans réagir, en tout cas ouvertement, parce qu'elle a sans doute dû agir comme ça, en direct avec les bureaux, contre cette sorte de front. Donc voilà ma nouvelle énigme, et vous voyez qu'elle dépasse largement le cadre du département. Alors, dans la bibliographie, vous retrouverez des ouvrages tout à fait classiques, et mes remerciements vont à Pierre Rey et Gilbert Duron, qui ont relu très attentivement, m'ont fait faire des corrections et des suggestions. Quatrième étape maintenant, quatrième énigme. On reste à Pau, mais on avance un tout petit peu dans le temps. On va se trouver en mars-avril 1814 et la question est: quelle mouche a piqué le directeur du bureau de Pau? Alors, voilà une lettre assez surprenante. Tout de suite, on voit cette marque de Pau qui n'est pas une marque à numéro et avec le pot encadré. Donc une facture tout à fait inhabituelle. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que ça ne serait pas une fabrication récente? Pourquoi pas? Alors, outre qu'elle a été vendue par Jean Pothion, qui était plutôt quelqu'un de sérieux, on peut constater que tous les éléments constitutifs de la lettre sont cohérents. La taxe pour Bordeaux, les écritures en général, et quant à la lettre elle-même, à qui je l'ai soumise à différentes personnes, toutes m'ont dit qu'ils ne voyaient pas de trucage, l'encre est bien d'époque, etc. Et longtemps, cette marque n'a été connue que par un seul exemplaire, ce qui a amené Jean-François Baudot, dans son catalogue des marques postales, à la noter comme vue, mais à confirmer par une autre. Et voici quelque temps, une deuxième marque est apparue. Alors, avant de vous la montrer, je vous montre l'intérieur de cette première lettre. Vous voyez qu'elle est datée à Dius, il faut lire. Dius est un petit village qui est au nord de Pau, à une trentaine de kilomètres, et elle est donc datée du 26 mars 1814. Alors voilà la deuxième lettre qui a été signalée récemment. Et cette lettre, elle est bien datée de Pau, et elle est du 15 avril. Elle est également adressée à Bordeaux. Et là aussi, quand on regarde le tarif, elle est à un port double, vous voyez les 20 grammes qui sont mentionnés ici, et le tarif à 15, qui correspond tout à fait, 15 décimes qui correspond exactement au port prévu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marque? Avant, voilà la marque en service à Pau, un 64 Pau tout à fait classique,
La voilà un peu avant, en septembre 1813, et la voilà de nouveau un peu après, en septembre 1816. Donc, bizarre, et je dois vous dire que je n'ai trouvé aucun document à ce jour pour expliquer cette anomalie. Maintenant, on peut quand même penser et réfléchir au contexte de l'époque. À cette époque, la période de mars-avril 1814, c'est quand même une période très spéciale pour la France en général et pour le Sud-Ouest en particulier. En France, c'est l'effondrement de l'Empire avec à la clé l'abdication de Napoléon le 6 avril 1814. Dans le Sud-Ouest, le maréchal Soult est à la tête de ce qui reste d'une partie des armées françaises en Espagne et il se replie en France, poursuivi, pourchassé par Wellington à la tête d'un ensemble de troupes d'armées anglo-hispano-portugaises. Alors voilà le trajet de ces armées. Vous voyez qu'ils viennent d'Espagne, ils rentrent en France par Irún et Hendaye. Ici, près de Saint-Jean-de-Luz, on a une première bataille en novembre 1813, puis très habilement, il faut bien le dire, le maréchal Soult engage des batailles, ne les gagne pas, mais ne les perd pas non plus, arrive à se replier et va ainsi faire un long trajet que vous voyez sur ma carte en vert jusqu'à l'abdication de Napoléon. Donc, en décembre 1813, il est devant Bayonne, ici, Bayonne qui va d'ailleurs faire l'objet d'un siège, également jusqu'à l'abdication de Napoléon. Puis ici, on continue, on se trouve le 27 février 1814 à Orthez, où il y a une nouvelle bataille. Puis ici à Aire-sur-Adour, le 3 mars 1814, nouvelle bataille. Puis nouveau repliement, on arrive vers Vic, qui est quelque part par là, oui, une nouvelle bataille. Tarbes, nouvelle bataille. Puis on va le 30 mars, et puis ça continue jusqu'à Toulouse, où il y a une grande bataille le 14 avril, et puis Soult continue de se replier, mais là va intervenir la connaissance de l'abdication de Napoléon. Vous voyez donc que Pau n'est pas sur le passage direct des troupes, mais en fait, mon trait ici est un trait théorique. C'est le long duquel le gros des troupes est passé, mais en fait, il y en a un peu partout des troupes. Et notamment à Pau, les troupes de Wellington viennent à Pau et vont rencontrer les autorités pour occuper la ville de Pau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Wellington, dans ses bagages, amène le duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême, c'est le neveu du prochain Louis XVIII, et le duc d'Angoulême s'active beaucoup pour le compte de son oncle et pour restaurer l'ordre. Il est très, très royaliste, ancienne mode, donc l'ordre d'avant la Révolution. Or, parmi les créations de la Révolution, il y a l'organisation du territoire national en départements. De là à imaginer que le duc d'Angoulême ou son entourage ont imposé l'utilisation d'une marque débarrassée de symboles de la République, on a envie de se poser la question. Eh bien, c'est un pas qu'il ne faut surtout pas franchir. Parce que si cette hypothèse était la bonne, il faut en déduire que tout, ou au moins une partie des bureaux de poste situés dans l'aire d'influence des armées de Wellington auraient été soumis à la même obligation. Or, des bureaux, vous en avez vu un certain nombre. On a vu Saint-Jean-de-Luz ici. Bon, Bayonne, il n'est pas entré. Mais Orthez, bien sûr, Aire-sur-l'Adour, bien sûr, Vic-en-Bigorre, bien sûr, Tarbes, bien sûr, etc. Et sur la suite, il y a encore Saint-Gaudens, Toulouse. Bon. Or, tous ces bureaux
ont continué à utiliser leurs marques habituelles sans créer la moindre marque spécifique. Donc, il faut conclure à une initiative locale. Alors, quelle est la situation à Pau à ce moment-là? À Pau, le préfet et les autorités régionales et départementales se sont repliés dès le mois de février. C'est donc le maire qui assure l'ensemble des personnalités. Ce maire, il s'appelle Élie Hilarion, ça c'est le prénom, Bordenave d'Abert. C'est un homme de loi, par ailleurs président du Conseil général et très apprécié par les Palois. Malgré l'approche des troupes et l'angoisse que ça peut susciter et le risque de désordre, il a su parfaitement maintenir l'ordre. Le 7 mars, donc vous voyez après la bataille d'Aire ici, le 7 mars, un détachement des troupes de Wellington entre dans la ville et impose ses conditions d'occupant. C'est le maire qui reçoit les émissaires. Eh bien, figurez-vous que le malheureux maire, il est alité, gravement malade. C'est dans sa chambre qu'il les reçoit. Donc, il n'est pas en position très, très forte. Et dans ces conditions, on peut imaginer que les intrigues ont pu aller bon train. Or, il se trouve que l'un de ses adjoints, Picot, est ouvertement en faveur des Bourbons. Il a été au-devant du duc d'Angoulême et pour faire proclamer Louis XVIII en agissant à la place du maire. Il est soutenu par une faction de notables locaux, mais la majorité des membres du Conseil, quand ils apprennent ça, le désavouent immédiatement et veulent, comme le maire, s'en tenir à la plus grande prudence. Ceci étant, il y a donc une faction royaliste forte à Pau, et que cette faction, avec l'approbation probablement du directeur de la Poste, ait profité de l'occasion pour créer une marque postale, disons, conforme à leurs idéaux, c'est une hypothèse plausible, mais ce n'est qu'une hypothèse. Je n'ai aucun document qui me permette de le conforter, en dehors du fait que cette faction royaliste à Pau était importante et active. Ceci étant, Louis XVIII adopte bien quelques réformes royalistes, mais il ne touche pas à l'organisation postale de la France. Et le directeur de Pau est bien obligé de s'incliner et la marque habituelle de Pau reprend son service. Cette marque bizarre que je vous ai montrée, ne peut guère avoir été mise en service avant que l'armée de Wellington ne soit dans les parages, donc pas avant le 7 mars. Et de même, elle ne peut guère durer au-delà de fin avril, début mai, date auquel Louis XVIII est installé au pouvoir, soit 2 mois au plus. Personnellement, je connais la marque 64 Pau réutilisée dès le 21 mai, ce qui ferait un petit peu plus. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une période de grand trouble. Quand vous avez une armée qui passe près de chez vous et qui engage des combats fréquents, ça n'incite pas à avoir de la correspondance. Et il faut savoir aussi que c'est une période où il a fait un temps extrêmement mauvais. Pour illustrer ce que je vous dis, voici la deuxième lettre où on lit, elle est adressée à un grand commerçant très connu de Bordeaux, Messieurs Klossmann. Vous voyez qu'elle est donc émise de Pau le 15 avril et qu'elle a été reçue le 24. Donc 9 jours pour franchir 200 km. On voit bien que les communications étaient quand même pas très faciles. Maintenant, reste à connaître de façon plus précise l'origine de cette initiative et ses véritables raisons. Reste éventuellement à rencontrer quelques autres marques de ce style. Mais au moins, j'ai pris cet exemple pour illustrer à quel point l'histoire locale pouvait avoir un intérêt pour illustrer des problèmes de marcophilie régionale. Pour la bibliographie, évidemment, c'est essentiellement une bibliographie tournée vers l'histoire de l'armée de Napoléon et l'histoire de Pau. Et mon remerciement est pour Jacques Concéjo, c'est lui qui m'a communiqué une copie de la lettre du 24 avril 1814 et qui m'en a signalé une troisième
mais comme je ne l'ai pas vu, je n'ai pas de date, je n'irai pas plus loin. Alors je passe maintenant à ma 5e énigme, qui sera la dernière. On saute pour le coup un bon nombre d'années et on va en 1862, l'époque de la fin des griffes petits chiffres. Qui a reçu la griffe petit chiffre 4483? Alors, je vous présente d'abord cette page du bulletin mensuel de mai 1862 et j'en extrais cette partie. Vous voyez que 2 bureaux voisins ici sont créés à cette date-là, enfin à partir de cette date-là, le bureau de l'Estelle dans les Basses-Pyrénées avec le petit chiffre 4483 créé en distribution et cet autre bureau, Aucun, qui lui est situé dans les Hautes-Pyrénées, 4484, également en distribution. Alors, pour vous situer ces 2 bureaux, l'Estelle est un village d'à peu près 1200 habitants. Vous le voyez ici, avec la flèche verte au sud de Pau, le long du Gave de Pau. Quant à Aucun, il n'est pas sur la carte, mais il est à peu près, il est là, voilà, Aucun. Il est au sud de l'Estelle, ici, et c'est un petit village de 550 habitants en 1861. Alors les deux ont des activités essentiellement agricoles. À l'Estelle, il y a quand même une petite particularité amusante, mais qui n'a pas eu beaucoup d'influence sur le trafic postal à cette époque, ça sera bien important, c'est que dans le faubourg de l'Estelle, il y a Bétharram, ce qui vous dit peut-être quelque chose. C'était un lieu de pèlerinage très fréquenté depuis le Moyen-Âge, auquel Bernadette Soubirous ira fréquemment. Et puis, Lourdes, à ce moment-là, deviendra infiniment plus célèbre. Alors, revenons aux petits chiffres. Donc, d'après le bulletin mensuel, l'Estelle a reçu le petit chiffre 4483 et Aucun le 4484. J'ai été regarder un petit peu ce qu'en disaient les différents documents dont on peut disposer sur la question. Le premier, c'est le dictionnaire de poste des bureaux de poste de Jean Pothion. On retrouve tout à fait ce qu'on a vu dans le bulletin mensuel, date de mise en service juillet 62 pour l'Estelle, juin pour Aucun, et le bureau de poste, petit chiffre 4483 et 4484. Maintenant, si on prend la nomenclature des bureaux de poste dans sa dernière édition, toujours de Jean Pothion, là, il y a quelque chose de bizarre à l'Estelle. À l'Estelle, Jean Pothion annonce le numéro 4484, donc le même que pour Aucun, et il ajoute 4483, point d'interrogation. Donc, il a vu quelque chose qui présente une curiosité, une anomalie. Maintenant, voyons le catalogue des cachets à date, 22, 23, 24 et 25 de Jean Chevalier. Que dit Jean Chevalier? Il donne le 44-84 à l'Estelle et à Aucun le 44-83. Donc on voit que les différents documents ne sont pas tout à fait en phase. Pour résumer, pour l'Estelle, le bulletin mensuel, donc officiellement l'Estelle reçoit le 44-83, c'est ce qui est repris ici dans le dictionnaire des postes, mais Jean Pothion signale un 44-84 comme Jean Chevalier. Alors effectivement, voilà un petit chiffre de l'Estelle du 5 juillet 1862, c'est-à-dire très peu de temps après la mise en service du bureau, et on lit très clairement qu'il a bien reçu le petit chiffre 4484. Alors, de façon assez curieuse, on ne connaît pas, enfin moi personnellement, je ne connais aucune autre lettre du bureau de l'Estelle. Et je pense que Jean Pothion n'en connaissait pas d'autres lui non plus. Mais, comme on n'en connaissait pas d'autres, qu'est-ce qui s'est passé entre
disons, août et décembre 1862, date à laquelle les petits chiffres sont retirés et remplacés par les grands chiffres. Et donc, il s'est dit que peut-être il avait reçu, entre-temps, le bon numéro, le 4483. De quelle façon? On ne sait pas comment il l'aurait reçu. Enfin, ça n'est pas quelque chose qu'il exclut a priori. Et il donne comme numéro à aucun 4484. Alors, quand on regarde aucun, non, excusez-moi, je vais trop vite. Quand on regarde le bureau d'aucun, on voit donc qu'il devait avoir le numéro 4484. C'est le numéro qui lui est attribué par tous les documents, sauf par celui, pardon, je vais trop vite, sauf par Jean Chevalier, qui lui donne le 4483. Alors on peut penser qu'effectivement Jean Chevalier a raison, on a bien la preuve, vous le voyez là, que le bureau d'aucun a existé, mais il y a quand même un petit problème, c'est que ce bureau d'aucun, Jean Chevalier, concernant le timbre à date de type 22, ne le connaît qu'à partir de mars 1866. Donc, s'il connaît le bureau qu'à partir de mars 1866, ça veut bien dire qu'il n'a pas vu le petit chiffre et que l'indication du 4483, il l'a fait, c'en est une déduction, il n'a pas pu voir manifestement ce petit chiffre. Et donc, la question reste ouverte. Quel petit chiffre a reçu le bureau d'aucun, d'une part, et d'autre part, est-ce que le petit chiffre 4483 a finalement été reçu par le bureau de l'Estelle? Voilà l'énigme qui reste à régler. Et je me dis qu'il doit bien y avoir quand même quelques collectionneurs qui ont de telles lettres dans leur collection. Par conséquent, je lance un appel aux collectionneurs pour aller regarder s'ils peuvent m'aider à résoudre cette énigme. Voilà, je vous remercie. La bibliographie tout à fait classique. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup. Voilà, je arrête.